Juste avant de commencer, par curiosité, qui étudie en informatique actuellement? Juste pour savoir un petit peu... Étudiant? Étudiant. Qui est étudiant, ok? Qui enseigne l'informatique? Ok. Tout le reste travaille dans le domaine de l'informatique, j'imagine. Cool. Autre chose, qui est familier avec Docker, Kubernetes? Docker en tout cas. Okay. Et puis Apache Kafka, c'est quelque chose qui vous... Ok. Alors, je me présente, Samy, ingénieur de formation. Toujours ingénieur, mais j'ai déjà mis un pied du côté plus management, tech lead, etc. J'ai eu par le passé différents rôles. Au début de ma carrière plutôt côté système, après je suis passé côté développement logiciel. Et puis maintenant je suis dans une entité chez Swisscom qui s'appelle DNA, qui est l'acronyme de Data Analytics and AI Group, qui a été créé en début de cette année pour regrouper sous un même chapeau toutes les initiatives autour de ce qui est données, analyse des données et puis intelligence artificielle chez Swisscom. J'ai la chance là-bas de travailler sur la plateforme Big Data depuis 2 ans, et puis c'est quelque chose qui me passionne particulièrement parce que j'adore tout ce qui est infrastructure. Et puis l'infrastructure, pour moi, c'est la convergence de ce qui est système et développement logiciel. L'agenda, c'est assez corp-net, hein, l'agenda de la soirée avant l'apéro est le suivant, une petite intro assez high level sur ce qu'est Big Data. Après, je vais parler d'un truc qui s'appelle Firehose 2.0, qui est un projet maison chez Swisscom, et un petit peu de Kubernetes. Comment tout ça s'implique. Donc voilà, la partie intro. Un pipeline assez classique pour l'analyse de données, ça ressemble à ça en fait, il y a 3 étapes. Première, il faut acquérir les données. Donc quelles sont les données qui nous intéressent par rapport à l'information qu'on cherche à obtenir, à l'insight qu'on veut, où est-ce qu'elles sont, comment on peut les acquérir, est-ce que c'est une base de données distance, c'est du JDBC, c'est un système de fichiers distant, c'est du SFTP, le format qu'elle a, du JSON, du CSV, enfin ça peut être la jungle. Une fois qu'on a ces données, on va les combiner ensemble ou pas, mais les traiter. Une fois qu'on les a traitées, on aura le résultat d'analyse, on va vouloir présenter. Soit on le présente directement, en général le stock quand même avant, on peut le présenter de différentes manières. Ça peut être directement sous forme de données brutes, qui elles après vont déclencher un événement dans un autre système. Ça peut être des données qu'on utilise après pour générer un rapport, ça peut être des données qu'on utilise pour générer d'autres métriques, etc. Enfin, le spectre est vraiment large, mais en gros c'est toujours ces 3 étapes. Qu'on utilise dans 2 contextes différents. Je sais pas si ça vous parle. Soit on fait de l'analyse de données par batch. Donc c'est un truc qui est... Voilà, j'aimerais savoir sur les X derniers jours, ou ce qui m'intéresse c'est d'avoir une granularité à la demi-journée, la journée, au mois, etc. Il n'y a pas de notion d'urgence. Ou alors, ce qui se fait de plus en plus, on veut du temps réel. On veut savoir tout de suite s'il y a une panne là-bas, on veut savoir qui a fait telle action, etc. Pour être informé, puis pour prendre d'autres actions. Donc il y a un petit peu ces 2 paradigmes. Puis la plateforme qu'on a développée, puis surtout la présentation de ce soir, est fortement axée sur la 2e partie. Qui du coup ressemble un petit peu à ça. C'est assez standard, hein, surtout on n'a pas réinventé la roue. C'est ce qu'on appelle une plateforme de streaming. Le noyau central, c'est Apache Kafka. On utilise la version vraiment open source officielle d'Apache, pas de version packagée. Donc, ce qu'il y a, on a énormément d'événements chez Swisscom, principalement du monitoring de réseau, qui sont générés, qu'on source, qu'on envoie dans Kafka. Les données dans Kafka sont organisées par ce qu'on appelle des topics. Donc un topic va contenir les éléments, des événements de même catégorie, c'est réalisé de la même manière, etc. Ces événements sont injectés dans Kafka. Après, on a des processus qui vont lire ces topics, effectuer de l'analyse, par exemple détection d'anomalies,
ils vont réinjecter un résultat dans un autre topic directement dans Kafka. Et ce topic, donc ces résultats d'analyse, eux, seront utilisés pour cette troisième étape que j'ai mentionnée avant, soit déclencher un événement dans un autre système, envoyer un mail, envoyer un SMS, envoyer une alerte sur les natels des ingénieurs on-call, ou pour des rapports, ou pour des dashboards, etc., etc. Donc voilà, high level, ce qu'on a chez Swisscom qui tourne actuellement. Puis je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a développé là autour pour faire que ça fonctionne. Avant ça, petit historique de Kafka, l'utilisation de Kafka chez Swisscom. Ça a commencé en 2014, j'étais pas encore là, mais c'était anecdotique, pardon. C'était vraiment... Là, j'écris user, mais en fait c'est des développeurs. Donc il faut s'imaginer que derrière 5 développeurs, il y a quand même, j'espère, au moins 10 fois plus d'utilisateurs finaux. Mais une utilisation anecdotique, c'était dans un département d'innovation, donc vraiment le début. 2015, on commence à monter une stack Hadoop, puis il y a plus d'utilisateurs, plus de projets qui arrivent. Il y a cette problématique de sourcer les données, parce qu'à l'époque, c'est vraiment le début de Kafka, mais Kafka, c'est un protocole natif, enfin un protocole dédié, pardon, avec, en général, on le sérialise en Avro ou en JSON, etc., mais on ne trouvait pas le moyen de sourcer les données d'analyse des antennes, d'autres choses, directement dans Kafka. Parce que ces trucs, ils envoient du TCP binaire, voilà. Donc on a dû écrire nos propres collecteurs pour réceptionner ces flux binaires, les parser, les sérialiser, puis les mettre dans Kafka. Ça, c'était en 2015. En 2016, il y a l'explosion. On passe de ce paradigme que j'expliquais avant de batch vraiment à real-time, où les gens disent non mais c'est super intéressant de pouvoir traiter tout ce volume de données, mais nous on n'a pas envie d'attendre le lendemain avant de savoir qu'il y a un souci. On va le savoir tout de suite, ou dans les minutes qui suivent. Donc là, ça explose. Il y a des choses, des frameworks comme Apache Spark qui sont de plus en plus utilisés, puis plus du MapReduce standard, etc. On a plus de topics. On commence d'avoir ces topics intermédiaires, donc on commence de stocker le résultat des analyses directement dans Kafka, ce qu'on ne faisait pas avant. C'était stocké sur un système de fichiers qui s'appelle HDFS, etc. Ça grandit, ça se développe, ça commence d'être connu gentiment au sein de l'entreprise. 2017, on implémente des accès par rapport à des rôles, etc. Alors qu'avant, on avait une sécurité en termes de périmètre. Enfin, on voit que gentiment, ça décolle. Puis déjà là, on sentait qu'il y avait beaucoup d'attentes au niveau des ingénieurs chez Swisscom pour une telle plateforme. L'équipe qui développait, j'étais dans l'équipe qui développait cette plateforme, ben on la maintenait en même temps. Donc c'est un peu eat your own dog food, c'est top. C'est super aussi de faire l'opération, mais à un moment donné, on a gentiment plus trop de temps pour développer parce qu'on est trop dans l'opération. Ça devenait vraiment un problème, puis on se rendait compte que le goulet d'étranglement, c'était nous. Donc on a lancé beaucoup de succès. On a lancé une réflexion de se dire, voilà, faut trouver un moyen de se donner la chance de faire évoluer cette plateforme, tant sur un point de vue technique, et surtout de scaler. En français, de scaler, quoi, de pouvoir absorber plus d'utilisateurs, plus de topics, etc., puis pas de rester ce boulet d'étranglement. De manière passée à la vitesse supérieure. Parce que les challenges principaux qu'on avait, c'était les suivants. Techniquement, Kafka, c'est un truc super fiable, super stable. Si vous avez un problème de performance, vous balancez quelques serveurs en plus, puis en général, ça marche. Les problèmes qu'on avait, c'était plus, voilà, vu qu'on avait on a aussi la responsabilité de gérer l'accès aux données. Donc, pas n'importe qui a accès à n'importe quelle donnée. Chaque fois que quelqu'un dit, voilà, moi j'ai mon use case, j'ai mon projet, etc., j'aurais besoin de telle donnée du réseau, tel ceci. Je dis, ouais, ok, mais alors, montre-nous ton use case, c'est quoi? Ok, les données, ok, alors je vais aller demander le propriétaire, ce qu'on appelle un data owner, le propriétaire de ces données qui l'intéresse, c'est lui, on va lui demander à lui, est-ce que tu es d'accord pour tel use case? Oui, non, etc. Ça prenait beaucoup de temps. Après, il y a aussi la partie technique où les gens disaient, j'aimerais un topic, ils montrent un deuxième. Je me suis planté dans mon développement, est-ce que tu peux s'il te plaît m'effacer les données qu'il y a dessus pour me les recréer? Enfin, ça générait beaucoup de boulot pour nous. Aussi, la problématique d'approuver, puis d'aller vers le data owner. Des fois, le data owner n'était pas là, c'était pas clair qui était, puis on se retrouvait, nous, un petit peu avec la casquette du méchant policier qui devait décider tout seul, oui, je te donne accès, ou non, je te donne pas accès. Puis c'est quelque chose dont on voulait un petit peu s'éloigner. Et puis aussi, toutes ces droits d'accès qu'on accordait, ça générait énormément de police, ça devenait gentiment
difficilement maintenable. Enfin, bref, c'est un petit peu là-dessus sur ces trois aspects qu'on a focalisé notre réflexion. On s'est dit, bon, première chose, on veut que la plateforme, elle soit self-service. On veut plus que les gens ils génèrent des tickets, qu'ils viennent vers nous, etc. S'ils viennent vers nous, c'est qu'il y a un gros souci, ou c'est qu'ils ont un use case auquel on n'a pas pensé, et puis il faut qu'on étende la plateforme pour développer le produit un peu plus là. Premier point. Deuxième point, la validation des accès aux données, elle ne doit plus passer par nous, elle doit être décentralisée. C'est-à-dire que c'est directement la personne qui est intéressée par les données qui va être mise en communication avec le propriétaire, le responsable de ces données. Pardon. Et puis dernier point, ok, tu donnes tel accès à telle personne, tel projet, etc. Ça génère des polices, mais concrètement, il faut qu'on ait une vue un petit peu plus haut niveau pour que ça devienne gérable. Quoi. Alors voilà un petit peu ce qu'on avait comme situation de départ en l'été 2017. Ces collecteurs maison dont je vous ai parlé qu'on avait fait en 2015, c'était Firehose 1.0. Du coup, on s'est bien rappelé Firehose 2.0. C'est une solution maison développée en interne chez Swisscom, principalement Java. Il y a un petit peu de Scala, et puis il y avait un tout petit peu de C pour les collecteurs. En gros, c'est une mise en œuvre technique d'idées qu'on a développées en interne. Les concepts qu'on a élaborés au sein de l'équipe, avec les différents partenaires, avec les gens de legal, avec les gens de la gouvernance des données, etc., sont les suivants. On a défini cette notion d'organisation, qui est un groupe de personnes qui travaillent sur un même sujet ou sur un même projet. Disons que ça peut être un projet qui s'appelle Perlimpinpin, puis qui fait de l'analyse de données, de l'analyse d'anomalies, sur le réseau Voice over IP. Puis au sein de cette organisation, détection d'anomalies sur le réseau Voice over IP, puis il y a différents spaces. Ça peut être un space production, ça peut être un space test, mais ça peut aussi être un space détection d'anomalies sur le Voice over IP des clients privés, des clients industrie, etc. Enfin, selon l'utilisation de chacun à déterminer. Puis au sein de chacun de ces espaces qui sont contenus dans une organisation, on a des topics, les fameux topics Kafka, qui ont un nom, parce que ce nom est utilisé après au niveau du client Kafka, que ce soit un producteur ou un consommateur, pour accéder. Il y a une petite brève description de ce que c'est. Il a un schéma, c'est le fameux schéma Avro, parce que chaque topic contient des données qui sont sérialisées dans un certain format, comme on utilise Avro. Une classification, chez Swisscom, il y a cette notion de C1 à C4 qui détermine la sensibilité des données. C1, c'est quelque chose qui peut être public sur Internet, etc. C2, c'est interne. Plus on grimpe, plus les données sont sensibles, et puis elles doivent être accessibles que par un nombre restreint de personnes. Et si on veut partager ce topic, c'est-à-dire publier ce topic, et le mettre à la disposition, moyennant validation, à d'autres projets. Dernier concept, c'est le concept d'identité. C'est-à-dire, voilà, si moi j'accède à un topic de données, je l'accède en tant que quoi? En tant que personne, en tant que projet, en tant que quoi? Cette notion d'identité. Qu'on associe aussi avec une zone réseau, parce qu'on ne peut pas accéder à des données confidentielles à partir de son laptop, on ne peut pas accéder à des données confidentielles à partir de n'importe où. Enfin, toutes des règles de sécurité qui vont là autour. On a aussi des rôles qui viennent se mapper sur cette notion d'organisation, de space, etc. On a un organization owner, donc quelqu'un qui a créé l'organisation, puis qui dit, voilà, dans mon organisation projet d'anomalie de détection, j'ai tel développeur, tel développeur, tel développeur. Ça, c'est une chose. C'est les membres de l'organisation. Après, on a les administrateurs, qui sont les administrateurs de la plateforme, qui, eux, sont les garants de la sécurité et du respect des règles de gouvernance. Puis on a les auditeurs externes qui, eux, peuvent venir et dire, voilà, j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui vous ont amené à donner accès, ou accorder accès à ces données à tel projet. Donc, c'est différents rôles-là. On a repris ces différentes notions. Je vais peut-être un peu plus vite. On a repris ces différentes notions dans la convention de nommage qu'on a définie pour les topics Kafka. Donc c'est toujours le nom de l'organisation, point le nom du space. Si on choisit d'utiliser production, stage, test, etc., ce sera point prod dans cet exemple-là, puis le nom du topic. Associé, en parenthèse, c'est la classification du topic. Donc,
le petit timbre là, c'est une identité. Donc avec l'identité en question, je peux accéder en lecture, en écriture à mes propres topics. Si en revanche j'ai une entité qui souhaite accéder à des topics d'une autre organisation, je pourrais les accéder uniquement en lecture. Donc, on ne peut pas modifier des données qui sont la propriété d'un autre projet, etc. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on a mis en place, puis ça nous aide beaucoup. Maintenant, pour rentrer un peu plus en détail dans la manière dont on partage ces données entre organisations et espaces, ben, il y avait ce petit flag partager les données avant, shareable. Si quelqu'un décide, oui, mais mes données, les données que j'ai sourcées, là, qui ont été assez difficiles pour moi de sourcer, je pense qu'elles peuvent être pertinentes pour plein d'autres projets. Donc je les publie dans le catalogue de données, et si quelqu'un est intéressé, ben, il peut demander accès. Donc, un autre projet demande accès à ces données, et le propriétaire des données et un administrateur de la plateforme reçoivent la requête, peuvent discuter autour, poser des questions, etc. Puis à partir du moment où ils se mettent d'accord sur le fait de donner accès à ces données, ils valident, l'accès est donné, en lecture uniquement, et puis il y a une trace après pour l'audit. Donc tout ça, c'est les concepts qu'on a mis en place, mais il manque encore la partie self-service, parce que c'est cool, maintenant on a quelque chose d'un petit peu plus haut niveau pour gérer toutes nos polices, pour donner accès à nos données, on a des règles de gouvernance et tout, mais on n'a toujours pas envie d'être le goulet d'être le règlement, donc on part sur cette idée de design d'API. On a pensé à plein de trucs techniquement, enfin, comment stocker, une base de données à côté, etc. Puis, au bout d'un certain temps, il y a un ancien chef qui dit, mais on utilise Kafka ci, Kafka là, Kafka par là, pourquoi pas, en fait, stocker les données dans Kafka, quoi. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une API REST, on a fait plein de microservices, mais l'API REST, si on fait un appel dessus, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va modifier l'état cible de la plateforme et le stocker dans Kafka. Puis après, il y a différents microservices qui vont consommer cet état cible et puis qui vont faire en sorte que la plateforme, l'état actuel de la plateforme converge vers l'état cible. Parce que si on dit, voilà, je voudrais accéder à tel topic, il y a tout un tas de choses qui se passent derrière. Ça va ouvrir les ports TCP derrière, parce qu'il y a un contrôle au niveau réseau. Ça va modifier les ACL dans Kafka. Si on demande à créer un topic, ça va créer un topic. Il y a plein de choses qui se passent derrière. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait pour essayer de décentraliser, pour bénéficier de la redondance, puis de la résilience de Kafka, etc., au lieu d'utiliser, je sais pas, un autre bus distribué, je ne sais quoi, enfin, on réutilise ce qui existait déjà. Donc voilà, donc cette plateforme que j'ai présentée avant, tout ce qui est là, rajouter des sources, envoyer les données quelque part, choper les données d'un autre système, partager les topics, tout ça peut être fait à travers cette API. Donc il y a l'API, en dessus il y a une UI web qui a été développée, mais tout ça peut être contrôlé directement par les ingénieurs, les développeurs. Ce qui nous amène, pour revenir avant par rapport à historique, en 2017 on a introduit cette notion d'accès basé sur les rôles et puis plus sur un périmètre de sécurité. Maintenant cette jolie plateforme, Kafka as a Service, elle a été mise en prod mi-septembre. Donc maintenant elle tourne. Les utilisateurs sont en train de migrer de l'ancienne version, de l'ancienne plateforme sur cette plateforme-là. Maintenant on a une plateforme assez conséquente avec 1800 topics, on a 200 développeurs dessus. On a la possibilité de créer des topics à la demande via l'API, on a la possibilité de créer des connecteurs à la demande. Vous dire voilà, j'ai cette base de données distante qui contient des données intéressantes. Voilà l'URL en JDBC, mot de passe, machin, puis le nom de la table, le nom de la DB, le nom de la table, puis le nom de la source. Tout ça as a service. La vision qu'on a pour l'année à venir, c'est de rajouter à ce topic as a service, connecteur as a service, c'est un K-stream, un Kafka stream. Donc pour l'instant, on utilise Spark pour faire ce traitement des données où je disais, voilà, on lit les données en real time, on calcule, puis on remet le résultat dans Kafka. Ça, c'est encore un petit peu séparé. Maintenant, on aimerait vraiment l'intégrer en tant que conteneur sur la plateforme. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Et puis le multi-data center, parce que maintenant, tout est localisé dans le même data center. Donc si, il y a vraiment, malgré la redondance des serveurs, des switches, des routeurs, des machins, tout ça, si, je sais pas, il n'y a plus de courant pendant plus d'une semaine ou je sais quoi, on n'arrive plus à stocker nos données. Donc on est en train de regarder maintenant pour gérer la redondance sur deux sites. Et puis le fameux Function as a Service, un petit peu qui reprend les idées de Lambda. Pour simplifier encore plus
le déploiement d'une fonction la pipeline d'analytics. Alors voilà ce que c'était un petit peu pour Kafka. J'espère que vous êtes encore avec moi. Ce joli Kafka, et puis tout ce qu'il y a autour, ça tourne sur Kubernetes. Alors Kubernetes, qu'est-ce que c'est comme bestiole? C'est un orchestrateur de containers. Donc des containers, le plus fameux c'est Docker. Orchestrer tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kubernetes, il nous apporte plein de moyens pour découvrir les services au sein d'un cluster Kubernetes, pour faire du load balancing. Donc j'entends, ceux qui connaissent un petit peu cette infrastructure, vous ne devez plus mettre pour ce qui est du monde de Linux, votre Keep Alive devant avec un HAProxy, avec un reverse proxy, enfin tout ça. Là, c'est effectivement ça qui est fait, mais c'est transparent. Vous avez une nouvelle version de votre logiciel, vous le packagez dans une image Docker, vous le publiez sur votre Docker Registry, il y a une nouvelle version. Ce que vous faites, c'est que vous changez ce qu'on appelle le manifeste. C'est du YAML dans Kubernetes, vous dites voilà, au lieu de la version 1.0.0, maintenant c'est la 1.0.1. C'est lui qui va se charger de faire le déploiement de votre nouvelle version, en tenant compte des paramètres que vous aurez donnés, en disant par exemple, je veux que seulement une instance de mon application soit down à un moment donné, jamais deux, etc. Ça, il fait pour vous. Enfin, on peut le faire avec nos outils, on peut le scripter, mais là, c'est vendu avec. Self-healing. Donc, dans Kubernetes, il y a la notion de pod. En fait, un pod, c'est en gros un container. On peut mettre plusieurs containers ensemble, ce qui donne un pod. Mais Kubernetes va surveiller les containers, puis s'il crache, il va le ressortir pour vous. Puis comment il détermine qu'il a craché? On lui donne en fait on doit répondre à 2 checks, dire si on est en bonne santé, puis si on est prêt à recevoir des requêtes. Puis à partir du moment où on donne feu vert à ces deux questions, on reçoit du trafic. Puis si on ne répond pas à l'une de ces questions pendant un certain temps, il va tuer le container, puis il va le redémarrer. Et puis si le container tournait sur un nœud physique qui a un problème, qui tombe, qui est en maintenance, il va reprendre ce container qui était schedulé sur ce nœud, puis il va le mettre ailleurs. Donc ça, pour quelqu'un qui fait de l'opération, ça c'est top. Après, il y a aussi une histoire il va scaler horizontalement, donc si on a un pic de charge, on dit augmente, on peut même définir des règles, voilà. Si tu remarques que l'utilisation de toutes les instances de l'application dépasse tel seuil d'utilisation, s'il te plaît, rajoute des réplicas, tout un tas de trucs, la gestion des secrets, si on les mots de passe d'accès à des bases de données, etc. On les stocke là-dedans, et puis les conteneurs, au moment où ils démarrent, ils peuvent demander le secret, puis accéder. Voilà tous les avantages qu'apporte Kubernetes par rapport à simplement faire son Docker Run. Pourquoi nous on a choisi Kubernetes? Pour cette histoire de scheduler dont je parlais avant, donc s'il y a un nœud physique tombe, il va scheduler le container ailleurs. C'est l'histoire du scaling horizontal, donc si on a des pics de charge, il va automatiquement rajouter des instances d'application. L'histoire des network policy qui sont super importantes pour nous parce qu'on a besoin, c'est vraiment pour garantir la sécurité, de ce contrôle à 2 niveaux. Le contrôle au niveau d'accès réseau, donc vraiment purement TCP. Là, on va ouvrir des règles firewall, plus après un contrôle au niveau applicatif ou avec les ACL. Puis avec Kubernetes, on a la possibilité d'avoir des policies au niveau réseau super fines et puis les déclencher au niveau d'un simple appel API. L'utilisation de containers, c'était un super truc. Puis maximiser l'utilisation de nos machines physiques, parce qu'on a des machines qui sont assez costauds. Et puis de jouer à la main avec les règles, ces groupes, etc. Puis tout, ça va un moment, mais c'est quand même plus sympa quand on peut avoir un logiciel comme Kubernetes qui fait ça pour nous. Puis dernier point, c'est top. Non, mais faut comprendre qu'en faisant l'opération, malgré l'automatisation, malgré tout ce qu'on avait mis en place, ça devenait quand même une grosse charge, puis on se rendait compte qu'il fallait encore plus automatiser que ce qu'on avait. Et puis Kubernetes nous apportait déjà des solutions toutes faites, qu'on ne devait pas refaire nous-mêmes à la main ou en reprenant d'autres choses. Très high level, l'architecture de tout ça. Donc en bas, on a un serveur physique. Dessus, on a ce qu'on appelle notre runtime layer, qui est Kubernetes plus un plugin réseau, qui s'appelle Calico. Puis là-dessus, on a déployé notre data plane. Donc Kafka, Zookeeper, qui est un key value store qui permet de faire de leader election, plein de choses. Schema Registry, c'est lui qui garde tous ces fameux schémas Avro. Et puis Apache Connect, Apache Kafka Connect, qui lui permet de gérer ses connecteurs. Puis
toutes ces petites bestioles, on les contrôle via notre API qui, elle, soit, comme d'hab, on fait des appels directement dessus en REST, ou bien alors on passe par la UI. Là, ça devient, j'espère, j'ai un peu été optimiste sur la taille de l'écran. Très optimiste. Un peu plus techniquement, la partie réseau, la topologie réseau de tout ça, est la suivante. Normalement, dans Kubernetes, les adresses IP des conteneurs, elles ne sortent pas du cluster Kubernetes. Tout le trafic entrant dans Kubernetes, il passe par ce qu'on appelle des contrôleurs ingress. Une espèce de reverse proxy, en gros, qui s'occupe de faire le reverse proxy, le NAT, le load balancing, tout ce bins. Le seul souci, c'est qu'avec Kafka, c'est un truc top au niveau de Kafka, mais là, c'était vachement chiant. C'est qu'au niveau du protocole de Kafka, quand on se connecte avec un client Kafka, un producteur, un consumer, on reçoit toutes les IP des autres brokers, donc des autres réplicas Kafka, des autres instances de Kafka. Donc on ne pouvait pas, comme c'est de creuser dans les paquets, puis de noter les IP en live. Donc on s'est dit, il n'y a pas le choix, il faut que les IP des containers qui normalement ne sont pas publics, mais restent dans le cluster Kubernetes, on va devoir les publier vers l'extérieur du cluster Kubernetes, puis même, idéalement, dans tout le réseau Swisscom, mais réseau quand même privé. Alors, à ce niveau-là, on abuse un petit peu de l'idée initiale de Docker et puis de Kubernetes, mais c'était nécessaire. Puis ce qu'on fait, c'est du BGP pour faire tout ça. Donc là, ce que j'ai mis à la partie supérieure comme étant AS1, on peut s'imaginer que c'est le gros réseau Swisscom qui a 2 routeurs. Nous, on a notre petit AS privé qui s'appelle AS2, avec nos 2 routeurs. On zoome un petit peu. Je sais pas pour ceux qui sont familiers avec ce qui est réseau et tout, mais c'est du BGP, on a un full mesh. On a un réseau là en 10.0.0.24 qui est le réseau physique des machines. Donc on a le nœud 1, 2, 3 qui sont des nœuds physiques Docker, Kubernetes. Et puis après, sur chacun de ces nœuds, on a 1, 2, 3 conteneurs qui tournent. Ces conteneurs, ils ont une petite tranche de la plage IP qui est dédiée pour ces conteneurs Docker, qui est celle que j'ai mis là en bas, qui s'appelle Kubernetes Pod Network, qui est un 10.11. On a pris un Sage 22 parce qu'en général, on a beaucoup de conteneurs. Et puis, chacun de ces nœuds physiques reçoit une petite tranche de cette grosse plage qu'on utilise pour adresser nos conteneurs. Puis ce qui se passe, typiquement, si depuis le conteneur, je sais pas si ça marche. Ouais. Si depuis celui-là, mettons que celui-là, il a un service qui a besoin de celui-là, le routage va vraiment passer directement de ce nœud-là à ce nœud-là. C'est l'avantage de BGP, c'est qu'il y a un routage direct à l'interne du cluster Kubernetes, mais aussi à l'externe. Qu'on a une requête qui vient ou qui part. S'il y a un consommateur qui est à l'extérieur, il arrive via le réseau Swisscom sur un de nos 2 routeurs, il va arriver directement sur une nœud physique où il y a le conteneur qui l'intéresse. Donc un peu pour la petite histoire. Si on intègre maintenant à ce diagramme la notion des machines physiques, chaque conteneur Docker tourne sur une machine physique. Puis Kafka, étant donné qu'il doit stocker les données sur disque, on met à profit tous les disques qui sont, tous les disques physiques de chaque machine. Donc on n'a pas pour Kafka en tout cas, on n'utilise pas de système de fichiers distribué, on utilise vraiment les disques locaux. Parce que Kafka, est déjà résilient, il réplique les données, etc. Il n'y a pas besoin de résoudre ça une deuxième fois au niveau du système de fichiers, donc on utilise que des disques locaux. Si la machine physique tombe ou le disque crash, tant pis, les données sont déjà répliquées, et puis on relance Kubernetes relance pour nous un conteneur sur notre machine physique. Voilà. Calico, c'est le plugin réseau Kubernetes que j'ai mentionné avant, qui permet de gérer toutes ces policies, réseau, filement, qui permet de faire du BGP, c'est un super truc. Ça va? Je sens un peu une dernière ligne droite. Ouais, c'est vraiment dernière ligne. Après. Brièvement, c'est ce que j'ai raconté avant. On a ces 2 niveaux de sécurité. Donc d'un côté, la partie réseau. Donc si on repense à cette histoire de j'aimerais accéder à tel topic, à partir du moment où ça a été validé dans le framework, etc. et tout, je reçois une identité. Puis cette identité, c'est un certificat TLS en fait. Dedans, on stocke l'IP. L'IP est stocké, du côté infrastructure. On sait que tel common name, tel certificat
ne peut être utilisé uniquement à partir de telle IP. Donc on va ouvrir l'accès au port de Kafka pour telle IP. Arrive le paquet. Donc vous êtes déjà dire qu'on accepte le trafic depuis cette IP-là. Puis on va vérifier quand la connexion, l'authentification est réalisée, avec ce certificat-là basé sur le common name, que effectivement l'IP qu'on voit, qui a pu arriver jusqu'à là uniquement parce que le firewall était ouvert, elle correspond à celle que nous on a stockée puis qu'on s'attend à avoir. Sinon, on ferme. Donc deux niveaux de contrôle, autant dans les ACL de Kafka que dans les firewalls. Puis ça c'est vraiment, enfin, c'est super important, quoi. Pas que quelqu'un il a un certificat pour accéder à des données super sensibles et puis on se dit ah, c'est le certificat de prod, ça marche, j'ai quand même vachement envie de débloquer ce truc sur mon laptop, je le prends, je le mets là, non ça va pas marcher. Alors voilà un petit peu ce qu'on fait chez Swisscom pour la plateforme d'analytics, streaming. J'espère vous donner un petit aperçu de pourquoi on utilise Kafka, pourquoi Kubernetes. Enfin, c'est des technos super cool, super à la mode. C'est pas pour ça qu'on les utilise, mais c'est chouette de se dire que dans une boîte comme ça, qu'un historique assez grande et tout, on arrive à faire des trucs aussi chouettes et puis développer des choses nous-mêmes, puis pas simplement acheter à gauche, à droite ou engager des consultants. Ouais, 2-3 points un petit peu de comment on voit les choses se développer pour cette plateforme à l'avenir. C'est que cette histoire de gouvernance, enfin ces principes de gouvernance qu'on a mis au point, ça a plu à beaucoup de monde, et puis il y a beaucoup de traction à ce niveau-là. Donc maintenant on est en train gentiment d'intégrer tous les autres systèmes là autour, puis de grouper nos données, de fédérer nos données là autour de ces concepts. La notion de transformation de service, etc. L'idée c'est de permettre en fait d'exploiter au mieux les données qu'on a pour améliorer l'expérience utilisateur. Il y a plein de projets là autour. Parce qu'il faut se dire que le réseau Swisscom c'est immense, puis c'est juste super compliqué, quoi. Il y a des pannes des fois, enfin, avant de travailler je me rendais pas compte à quel point c'était super dur, mais il y a des pannes, il y a tellement de niveaux, tellement de redondance, puis tout, puis quand il y a une panne, on comprend pas. Il y a des fois on voit pas la panne parce que c'est genre 0,01% du trafic, mais qui est tellement énorme, on le remarque pas, mais les clients ils sont quand même à gueuler et puis dire mais pourquoi vous voyez pas, enfin je sais pas. Ben ça marche. Puis avec nous, ben justement, nos algorithmes d'anomalie, de détection d'anomalies, c'est le genre de truc qu'on voit. Donc, il y a un sens à tout ce qu'on fait, c'est pas juste faire plaisir, quoi. Alors voilà, je vous remercie. Juste avant de prendre vos questions et d'aller à l'apéro. On a plein de postes ouverts. Tu fais le premier. Qu'est-ce que je peux dire? On fait l'apéro au moins une fois par semaine. Vous avez des places ouvertes. Ouais, alors on a des places. Mon équipe on est à Berne. On peut discuter de ça après, mais on est assez flexible. C'est-à-dire que le mardi, tous les gens qui sont dans l'équipe, ils bossent en remote, le plus près de là où ils bossent, dans un bureau Swisscom. Donc les Fribourgeois à Fribourg, on a des Lausannois, on a des Zurichois qui bossent à Zurich. Moi je suis jurassien, donc je bosse à la maison. Puis le vendredi, c'est de facto tout le monde à la maison. Puis c'est ancré dans la tête de tout le monde, dans la tête des managers, dans la tête des autres personnes, que il n'y a pas besoin d'être physique. Oui, c'est bien d'être physiquement dans le même bureau à certains moments pour certaines phases du projet, ou puis quand même de manière régulière pour avoir cette émulation, mais c'est pas une nécessité d'être tous les jours de 8h à 17h. Il y a des gens qui vont plus tôt, plus tard. Enfin, le truc standard, mais c'est vraiment ancré. Puis si un jour vous dites je bosse à la maison pour X raison, il n'y a personne qui va vous juger quoi que ce soit. Donc malgré que ce soit à Berne, c'est un avantage non négligeable. J'ai une question en fait à propos du projet Firewall que vous avez présenté. C'est quelque chose qui est totalement interne à Swisscom. C'est pas quelque chose que vous avez développé avec comme but de mettre à disposition ou de l'ouvrir à... Non, c'était pas que ce but-là, mais on essaye gentiment de... Enfin, ce nouveau groupe qui a été créé, la DNA, on a un chef qui est assez ouvert à ce genre de choses, puis on essaie de pousser un petit peu dans ce sens-là. Donc il collabore déjà, il publie des papiers en collaboration avec les UNI ou les EPF, puis on essaie de leur faire comprendre que tout ce qu'on a pu construire là, oui, on a développé beaucoup nous-mêmes, mais on a réutilisé énormément de la communauté open source. Donc on fait déjà des contributions sur GitHub, sur Kafka Connect. Ça c'est un truc, mais on aimerait une fois mettre plus, quoi. D'accord. Donc ça a des potentialités de définir un projet ouvert et puis... Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours, enfin, voilà, c'est comme d'habitude dans les grandes boîtes, c'est que
Ouais. Il y a un certain truc qu'eux ils considèrent comme étant un avantage compétitif. Et ça, on le voit par rapport à toutes les boîtes de consulting ou toutes les startups qui nous contactent, qui viennent nous présenter de leurs projets. Certains qui ressemblent un petit peu à ça, mais qui ne jouent pas exactement par rapport à nos besoins. Donc voilà, on n'aimerait pas forcément que tout d'un coup ça se retrouve sur GitHub et puis que Sunrise ils aient qu'à faire clic-clic et puis voilà. Ouais, Mais l'idée, ouais, on essaie d'aller dans ce sens-là. Question beaucoup plus prendre du recul. Donc il y a ces accès qui sont donnés à des personnes parce qu'ils ont validé le besoin d'avoir accès à tel et tel topic, telle et telle information. Est-ce qu'on a un contrôle du coup au niveau, parce qu'après les données elles arrivent, et puis là est-ce qu'on a un contrôle au niveau, je sais pas, duplication des données pour que le gars il les garde pour lui ou ce genre de choses? Ouais, alors, avant d'avoir, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'il y a toutes ces règles de gouvernance, puis quelqu'un peut dire oui, je te donne accès, je te donne pas accès, mais avant ça, on doit fournir casier judiciaire vierge, office des poursuites vierge, enfin machin, il y a toute une étude qui est faite avant de déjà pouvoir mettre un pied dans la plateforme. Et puis après, toutes les actions qu'on fait sont loguées, etc. Il y a plein de mécanismes en place pour faire en sorte que moi, je puisse pas choper toutes les données et puis les mettre sur mon laptop. Ah ouais, le but c'est pas de faire contrôle A, contrôle C et puis contrôle V. Exactement, ouais. Alors ça, il y en a tout un tas de trucs en place. Juste une question au niveau architecture système. Quand on voit des technologies comme Docker, Kubernetes et puis Kafka qui nativement implémentent déjà des systèmes distribués redondants et avec déjà pas mal de sécurité, est-ce que ça a encore du sens de laisser dessous des systèmes tels que VMware ou Hyper-V pour de la virtualisation? Ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche à faire tourner. Il n'y a pas forcément tout qui peut être containerisé. Pour notre domaine de boulot, nous, que ce soit une VM ou une machine physique, finalement, ça ne change rien. Donc les serveurs que j'ai montrés là, c'est vraiment des machines physiques. Nous, Il n'y a plus de couche de virtualisation? sur notre plateforme, non. Non, parce que aussi par rapport aux besoins de performance. Et puis à la charge. Il y a chez Swisscom, il y a plusieurs clouds qui sont là comme, pour l'utilisation interne, plus pour être vendu aux clients. Ils appellent ça cloud, mais c'est du Hyper-V ou du VMware. Et puis ils nous ont approchés, puis à un moment donné, quand ils nous disent ouais, mais venez chez nous, etc. Puis on dit voilà nos requirements, voilà la charge qu'on va générer. Puis on dit ah non. Puis ça fait pas sens quoi. Pour ce qu'on a vu que justement Docker, Kubernetes, tout ça résolve déjà une bonne partie de ce qui est résolu par VMware. Ce sera plutôt des systèmes hyper convergés. Chaque serveur avec tous ses processeurs, sa RAM, ses disques. C'est ce qu'on aimerait, ouais. Idéalement, oui. Et après, ça permet. Ce qu'on s'imagine, c'est ça prend un certain temps de commander des machines, avoir les machines qui sont rackées, etc., pour suivre un petit peu l'évolution des besoins de la plateforme. Mais on se dit que si tout d'un coup on arrive à avoir des VM d'une autre plateforme rapidement, on peut les rajouter là de manière transparente. Puis en fait, on abstrait fortement la couche de physique, quoi que ce soit de la machine physique ou de la machine virtuelle. Puis si on arrive à s'affranchir de ça, ce qu'on arrive à faire avec Kubernetes, ça nous permet d'être un petit peu plus flexible dans l'absorption de charge et puis dans l'évolution de la plateforme. Utiliser au mieux les ressources à disposition que de dire voilà, on prévoit que dans 3 mois il y aura une utilisation de X% en plus, donc il faut commander 25 machines en plus qui pendant 2 mois et demi ne vont pas faire grand chose. Ouais. J'avais entendu parler du projet Smart City chez vous. Ouais. Derrière, c'est du Kafka. Ouais. C'est ça. Ouais. On va remettre un peu. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui tourne en grosse partie sur cette plateforme. Donc vous êtes aussi provider de données au travers de votre plateforme? Non, alors il y a une distinction assez claire au niveau des équipes et puis des départements. Enfin, c'est dans le même département, le projet Smart City, la réalisation, mais il y a une distinction très claire entre les gens qui construisent la plateforme, qui la gèrent, et ceux qui l'utilisent. Pour pas avoir ce conflit de dire ah tiens, j'aurais bien besoin de cette donnée-là, puis par la porte de derrière, voilà. Non, ça, justement, il y a une distinction très claire. Okay. Est-ce qu'il y a encore une dernière question peut-être? J'ai soif, hein. Puis sinon, je rappelle
Langage, Joseph aussi. Ok, ben merci Samy. Donc voilà, ça conclut notre petite soirée de conférence, notre première soirée DevTalks. J'espère que vous viendrez à la seconde. Et maintenant, je vous invite à aller partager un verre, discuter ensemble et passer une bonne soirée, quoi. Merci. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos feedbacks si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les prochaines fois. Ah oui, ils ont chacun le flash qui vont de là à de là. C'est un petit peu à côté. Tu sais, t'as le truc de la page, t'as un projet comme ça, de saucissonner en 25 pages. À la fin du projet, chacun a un choix de son jour, de son comment, et tout. Donc chacun a fait son job, et ça fait bien par rapport à la musique que tu as vu, c'est qu'on a pris quelqu'un qui a la vision globale. Content? Merci Samy. Merci Samy. Merci. C'est comme ça, de déchirer. Il n'y a pas de comme ça partout. En Suisse, vous êtes un peu les seuls. En même temps, avec l'infrastructure.